Après son meurtre sanglant, la vie d'Anne-Marie ne se résume plus qu'à quelques lignes dans les journaux. Cette femme aimante et appréciée, à la vie complexe, devient un simple fait divers du jour au lendemain. Pour de nombreuses personnes, elle n'est plus que la femme assassinée pour 10 €. Mais sa famille, brisée suite à son assassinat, n'oublie pas. Vous écoutez Devoir d'enquête, tué pour 10 €, première partie. 21 octobre 2016. Un crime effroyable bouleverse le petit village de Bossu-Bois. Il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot démesure. Parce que le meurtre est atroce. Vraiment. J'ai rarement vu ça sur une scène de crime. Ça reste ancré en nous, quoi qu'il arrive. On ne peut pas revenir en arrière, on vit avec ce qui s'est passé. C'est une fureur sans nom qui s'est déclenchée ce jour-là. Même une bête ne fait pas ça. Le lendemain du meurtre, il fait la une des journaux, devient un fait divers. Mais derrière ces quelques articles de presse se cache de la souffrance, de l'incompréhension et de la colère. Pour le quartier, les voisins, les proches de la victime, c'est un traumatisme indélébile. Ce jour-là, Francesco Giambusso se précipite chez sa belle-mère. Il est arrivé quelque chose à Anne-Marie Sautelet. Elle ne donne plus signe de vie. Un an plus tard, l'homme revient sur les lieux, au 76 de la rue d'Andal, à Bossu. Quand je suis arrivé directement, je me suis garé là parce que j'avais l'opportunité de me garer. Et au milieu du chemin, il y avait un combi de pompiers, bien sûr. Et je ne pouvais pas avancer, ni rentrer, ni sortir, ni poser des questions. On m'a mis à l'écart. J'ai prévenu ma femme dès que je suis arrivé et dire qu'il y avait un souci concernant sa maman. La femme de Francesco, Laurence Villette, est institutrice maternelle. C'est un vendredi comme les autres. Peu après 13 h, ses élèves viennent de terminer leur repas. Je suis allée récupérer mes enfants dans la cour de récréation pour remonter, pour travailler l'après-midi. Et un quart d'heure après, j'ai reçu un coup de téléphone de mon mari qui me disait qu'il fallait que je revienne vite chez maman, qu'il s'était passé quelque chose, qu'on ne savait pas trop ce qui s'était passé à ce moment-là, mais qu'il fallait absolument que je retourne chez maman. Je sais simplement que maman n'ouvrait pas la porte et qu'on ne savait pas y entrer. Donc je me suis imaginé un accident. Tout peut arriver, vivant seul, une chute ou bien... Donc, je n'ai pensé qu'à ça. J'espère que ce n'est qu'une chute. On ne sait pas si c'est s'est suicidé, si elle est tombée à un accident domestique. On ne sait rien de suite. Et en attendant, on était dans l'inconnu total. Laurence et Francesco ne le savent pas encore, mais leur vie a basculé. Pour leur famille, rien ne sera plus jamais comme avant. Qu'est-il arrivé à Anne-Marie Sautelet ? La retraitée vit seule. Son mari Jean-Pierre Villette est malade et placé en maison de repos. Ce jour-là, il revient chez lui pour passer quelques heures avec sa femme, mais personne n'ouvre. Il avertit les secours. Le premier intervenant, secouriste, va voir Madame Sautelet couchée au sol dans une mare de sang et comprendra assez rapidement qu'elle est déjà décédée. Ensuite, eux, quand ils quittent l'habitation, la deuxième équipe est arrivée pour enfoncer la porte et faire la première constatation légale. J'ai assisté à l'ouverture de la porte par les pompiers. On m'a mis de côté, il y avait un agent de quartier, je suppose, qui lui est rentré en premier. Et quand il est ressorti, on m'a mis carrément à l'écart et ils ont balisé tout de suite la route. On ne pouvait plus avancer vers la maison, puisque c'était une scène de crime à ce moment-là. Au départ, les premières paroles qu'on va rapporter à M. Villette et à sa famille, c'est qu'on aurait arraché carrément l'oreille de Madame Sautelet. Philippe Mailleux, avocat de Jean-Pierre Villette.
Il apparaîtra par après les examens médico-légaux, qu'en fait, non, l'oreille n'a pas été arrachée, elle était partiellement sectionnée, mais en fait, c'est le crâne qui est complètement enfoncé. On doit se dire que ça a dû se battre méchamment là-dedans, et les coups ont dû être très très violents. Et j'ai rarement vu un crâne enfoncé de cette manière-là. Un véritable massacre. Un acharnement sur une personne. Le rapport d'autopsie est effrayant. Le médecin légiste répertorie plus de 40 coups. Anne-Marie est méconnaissable. Elle a d'abord été frappée à la tête avec un tisonnier, puis avec un marteau. Allongée sans vie sur le sol de sa cuisine, elle a même été étranglée et poignardée dans le dos. La violence du meurtre traumatise ce quartier où tout le monde se connaît. Personne n'y croit. Nathalie Delmotte a vécu dans la même rue qu'Anne-Marie pendant 15 ans. J'ai vu des barrages policiers, etc. J'ai posé des questions et on m'a expliqué ce qui était arrivé. Et puis quand on m'a dit de qui il s'agissait, j'en suis restée vraiment abasourdie. Je me souviens, c'est que bien sûr, tout le monde était sur le pas de sa porte et tout le monde était désespéré, comme ça, choqué. Stéphane Quin habite aussi rue d'Andal. Il a encore en mémoire l'ambiance lourde qui régnait dans son quartier. On passait de l'été à l'hiver. Je ne peux pas mieux l'expliquer. Il y a eu comme ça une chape de plomb qui est tombée sur le quartier où les gens en ont parlé au début et puis n'en ont plus parlé. Le temps s'est arrêté pour les proches d'Anne-Marie. En quelques heures, ils ont appris sa mort, ensuite les circonstances. Un meurtre crapuleux, une exécution digne d'un règlement de compte mafieux. Qui a bien pu s'en prendre à cette retraitée de 74 ans sans histoire? Au moment des faits, le mystère est total. Rien dans la vie d'Anne-Marie ne peut expliquer ce qu'elle a subi. Son mari, Jean-Pierre Villette, était facteur. Ils ont 2 enfants. Anne-Marie a travaillé toute sa vie comme fonctionnaire. Une vie de famille normale. Maman était une maman aimante, attentionnée, qui vivait énormément pour ses enfants et encore plus pour ses petits-enfants. Pour Anne-Marie Sautelet, une deuxième vie commence au moment de la retraite. Et à la naissance de ses petits-enfants, ils deviennent toute sa vie. Comme beaucoup de petits-enfants de ma génération, je crois que le lien avec les grands-parents est parfois même plus important qu'avec ses propres parents. Maëlys Diambousseau, petite fille d'Anne-Marie Sautelet. C'était un lien très fusionnel, autant avec ma grand-mère qu'avec mon grand-père. Voilà, à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui résonne dans ma tête tous les jours. Depuis le 21 octobre 2016, ce passé, tous ces souvenirs sont devenus douloureux. Je pense que ce qui a fait qu'on l'a perdu, c'est sa générosité, justement. Le fait d'ouvrir sa porte un petit peu à tout le monde et au final à n'importe qui, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui on ne l'a plus, quoi. Anne-Marie a-t-elle ouvert elle-même à son meurtrier? En tout cas, la maison ne porte aucun signe d'effraction. Tous les midis, la retraitée laissait sa porte entr'ouverte pour la visite quotidienne de son mari, placé en maison de repos. Quelqu'un connaissait-il cette habitude? Le meurtrier est-il un proche d'Anne-Marie? Au début de l'enquête, un premier témoignage interpelle la police. Un des voisins aura vu une personne quitter les lieux, il en donnera une description relativement sommaire. Une étrangère qui sort de son habitation, 2 sacs en main, fermer la porte à clé, prendre le courrier. Là-dessus, les gendarmes se posaient des questions. Très vite, l'enquête se concentre sur le quartier. L'endroit est paisible, une tranquillité qui contraste avec la mise à mort d'Anne-Marie. Sa maison se situe au cœur du Borinage,
dans le village de Boussu-Bois-Saint-Charles, au 76 de la rue d'Andal. Ici, la vie est parfois compliquée, mais les habitants se connaissent, se serrent les coudes. Petit quartier paisible, enfin, dans mes souvenirs en tout cas, où tout le monde se connaît, tout le monde se dit bonjour, où tout le monde connaissait ma grand-mère aussi. C'est beaucoup de souvenirs, c'est beaucoup de moments partagés avec elle aussi, parce que on allait très souvent à la librairie du coin, où on allait chercher les magazines pour mon grand-père, que ce soit des magazines de cuisine aussi pour moi. La librairie, c'est le lieu de rendez-vous du quartier. C'est d'ailleurs plutôt une sorte d'épicerie où se croisent la plupart des habitants de la rue. Le matin de sa mort, Anne-Marie elle-même est venue sur place. Les clients, ils ont l'habitude de passer 2-3 fois par jour. Mallory Denis, employé de ma librairie. On a nos habitudes avec nos clients, qu'est-ce qu'ils fument, qu'est-ce qu'ils boivent, voilà. Rien n'est caché ici, tout se sait. Cette rue d'Andal, ce quartier tranquille où tout le monde se connaît, est pourtant devenu le lieu du crime. Pire encore, dès le début, la police est persuadée que le meurtrier vit ici, dans une de ces rues. Quelques heures après les faits, à l'arrêt de bus derrière chez Anne-Marie, la police identifie une personne suspecte. Hagarde. Titubante. Il y a un inspecteur qui m'a interpellée en disant qu'ils avaient retrouvé une personne avec des objets dans des sacs. Et ils m'ont demandé si j'étais capable d'identifier si oui ou non c'était les objets de maman. Et au commissariat, Laurence va apprendre une nouvelle à peine croyable. Le meurtre sauvage de sa mère aurait été commis par une femme. Dans l'état où était maman, le massacre qui a été réalisé, vous vous dites c'est pas possible qu'une seule femme puisse faire ce genre d'acte. On pense à des hommes, mais pas une femme. Quand j'ai vu les objets de maman dans le sac de cette dame, là vous vous rendez compte que oui, c'est possible. C'est possible. L'impossible est possible. La famille, sous le choc, n'est pas au bout de ses peines. Au commissariat, la police leur annonce que cette femme, celle qui aurait massacré Anne-Marie, est l'une de ses voisines. Je ne la connais pas, juste le nom, le prénom. Serafina Pireda, une femme d'une 50aine d'années. Moi qui ne connais pas du tout cette personne-là, puisque je n'ai pas grandi dans ce quartier-là. Moi, l'épouse elle-même ne connaissait pas non plus. Donc c'était pour nous une inconnue. C'est une inconnue, mais une meurtrière. Laurence et Francesco ignorent même à quoi elle ressemble. La suspecte protège son anonymat. Aucune photo n'a été rendue publique. Il faudra attendre plusieurs mois pour que quelques dessins circulent. La famille doit se contenter pour l'instant de ce seul nom, Serafina Pireda. Au commissariat, le couple va aussi apprendre que son arrestation a eu lieu très peu de temps après la découverte du corps. Madame Pireda retournait chez elle, ensanglantée, et un voisin s'est préoccupé. Il s'est demandé ce qui se passait, et voyant les sacs remplis d'objets, de bijoux et d'alcool, il s'est dit que c'était pas tout à fait normal. Donc il a eu le réflexe, non pas d'appeler une ambulance, mais d'appeler la police. Et Madame Pireda a été appréhendée. Qui est Serafina Pireda? Cette question va obséder la famille d'Anne-Marie pendant plusieurs mois. Pour Laurence et Francesco, un véritable combat débute à la recherche de la vérité. Et les questions sont nombreuses. Pourquoi une telle violence? Pourquoi Anne-Marie? Toute cette histoire ne semble obéir à aucune logique.
Seule cette rue d'Andal semble réunir la victime et son bourreau. L'une habite au 76, l'autre au numéro 239. Et pour ses voisins, Serafina Pireda n'a pas le profil d'une tueuse. En fait, j'étais juste sa voisine la plus proche. J'habitais juste à côté de chez elle. Nathalie Delmotte, voisine de Serafina Pireda. Donc voilà, nous entendions parfois ce qui se passait d'une maison à l'autre. Quand je suis arrivée il y a 15 ans, en fait, je l'ai connue tout à fait différent de ce qu'on pourrait croire actuellement, c'est-à-dire une jeune femme extrêmement douce, gentille, à l'écoute des gens. Elle aimait beaucoup les enfants. Il m'est arrivé de lui confier mes enfants. Et puis elle aimait la musique, ça je sais, parce qu'elle chantait à tue-tête, je l'entendais de ma maison. Donc il n'y avait en elle aucune colère, aucune méchanceté, vraiment quelqu'un de doux qui avait un débit lent et calme. Rien de dangereux, rien qu'on puisse percevoir comme dangereux. Voilà. Pourtant, tout accable Serafina Pireda dans le massacre d'Anne-Marie Sautelet. Un témoin l'a vue quitter la maison juste après le meurtre. Et lors de son arrestation, elle était couverte de sang, portant 2 sacs remplis d'effets personnels de la victime. Mais devant la police, elle nie les faits. Madame Pireda dit qu'elle a des blancs, donc on a des trous dans ses auditions, donc on ne sait pas tout mettre bout à bout. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé dans cette cuisine. Il y a sa première audition où elle dira que c'est pas elle n'était pas là, puis elle va dire c'est envisageable que j'étais là, et quand je suis arrivé elle était déjà morte, puis dans une autre version on va essayer d'impliquer une autre personne. Madame Pireda racontait qu'ils étaient 2 à entrer chez maman, donc un homme, un de ses voisins et elle-même. Et que le voisin se serait énervé sur maman. Madame Pireda a pris peur, est sortie et a attendu donc que ce monsieur sorte de la maison de maman. Quand il est sorti, elle est entrée pour vérifier ce qui s'était passé. Cette version des faits expliquerait le sang sur les vêtements, sur les mains. Mais Serafina Pireda continue à nier. Pire, elle accuse un voisin. L'homme est interpellé par la police. Cette pauvre personne-là va subir une perquisition, 2 auditions par les services de police. Heureusement, ce monsieur avait des témoins et a bien pu prouver qu'il n'était pas là ce jour-là. Et pour finir, Madame Pireda admettra qu'il n'a rien à voir dans l'histoire, quoi. Il faut quand même être assez manipulatrice et avoir de l'imagination. Vous imaginez accuser son propre voisin qui est innocent. En fait, ce n'est pas qu'une histoire. Il a eu énormément d'histoires. Elle a raconté 5 versions différentes. Donc laquelle est la vraie, on ne sait pas. Vous venez d'écouter Devoir d'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Devoir d'enquête est un podcast d'Initial Studio, adapté du programme audiovisuel éponyme produit par la RTBF. Cet épisode a été réalisé par Jean-Christophe Adnet et Adrien Lasserre. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Cypriane Liger. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix d'Emmanuel Rebinder.